8h15, Laurence, vous recevez ce matin Bernard-Henri Lévy. Bonjour à vous et bienvenue dans la matinale de CNews. Merci. Slava Ukraini, c'est le titre de votre film qui sort aujourd'hui à 14h en salle. Un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, vous avez sillonné l'Ukraine, de Kiev à Bakhmout en passant par Kherson, Odessa, Zaporijjia. C'est véritablement votre journal de bord à la rencontre de ces hommes et ces femmes incroyables qui se sont soulevés contre l'invasion russe. On va y revenir dans un instant. Mais hier, nous avons été saisis par le discours de Vladimir Poutine, qui a brandi à nouveau la menace nucléaire et qui surtout a tenté de globaliser le conflit en s'en prenant à un Occident décadent, selon lui. Quelle stratégie est-il en train de suivre ? La même que depuis le premier jour, globaliser le conflit, il a toujours dit ça. Depuis avant l'invasion, depuis le 17 décembre 2021, il dit qu'il livre une guerre à l'Occident. Voilà, il n'a pas changé d'avis. D'accord, donc en pointant à nouveau un Occident décadent qui ne correspondrait pas à ses valeurs à lui, à sa morale à lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ses valeurs à lui, c'est quoi ? C'est Prigojine, c'est les prisonniers qu'on achève à la masse, c'est les pédophiles et les repris de justice qu'on sort de prison pour les envoyer se battre, c'est l'alliance avec l'islamisme radical de Kadyrov, c'est l'alliance avec les talibans. C'est ça, les valeurs que Poutine oppose à celles de l'Occident. Voyons, je préfère franchement être occidental que baigner dans cette espèce de bouillie poutinienne. Vous disiez en 2014, sur la place du Maïdan en Ukraine, Poutine n'avance que de nos faiblesses. Oui. C'est nous, l'Occident, c'est nos faiblesses qui ont permis... et de notre peur. Moi, je dis en effet sur le Maïdan, c'est le début du film, et ce sera répété d'ailleurs au milieu du film par une grande figure du judaïsme ukrainien, le rabbin Douman. Je dis, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur de Poutine. Le rabbin Douman... qui veille sur la tombe d'une des très grandes figures du judaïsme européen qui s'appelle Rabbi Nachman de Braslav, il dit « N'ayez pas peur ». Le mot de Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Car Poutine est un tigre de papier. Je le pense profondément. Et on a eu trop peur de Poutine, on a été trop intimidé par Poutine. Vous pensez qu'on aurait pu éviter ce conflit en le stoppant plus tôt ? On aurait évité le conflit, si on ne s'était pas déballonné au Kurdistan, si on n'avait pas quitté Kaboul comme des malpropres, si on n'avait pas donné toute cette série de signaux à Poutine que l'Occident était en recul et qu'il ne défendait plus ses valeurs. Voilà. Là, je pense qu'on on s'y serait opposé. Si avant l'invasion, et même depuis 2004, parce que la guerre, les Ukrainiens le disent et le répètent et ils ont raison, elle a commencé il y a presque 10 ans. Et pendant ces 10 années-là... Au moment de l'invasion de la Crimée. Au moment de l'invasion de la Crimée, l'Occident laissait faire, l'Occident regardait ailleurs, les Russes massaient leurs troupes, envoyaient des petits hommes verts dans le Donbass, proclamaient des républiques fantoches dirigées par des clowns et des assassins. L'Occident ne disait rien. Donc, en effet, Poutine a entendu cela comme un encouragement tacite, c'est vrai. Joe Biden lui a répondu hier, il était à Kiev, puis il s'est rendu en Pologne. Est-ce que c'est le retour de la guerre froide auquel on assiste entre ces deux grandes puissances-là ? Non, c'est pas la guerre froide, c'est le retour de... Biden, c'est la réapparition de la grandeur américaine. Il y a quelque chose de grand dans l'image de ce vieil homme que l'on donnait pour sénile et qui va sous les alertes aériennes dans un pays en guerre, sans troupes américaines, manifester son soutien. C'est d'abord ça, c'est une image de grandeur et de noblesse américaine, occidentale, une belle image de fraternité aussi entre les deux présidents. Le jeune président en kaki et le vieux président très élégant avec cette allure d'acteur américain qu'a Biden. C'est d'abord ça. Mais vous n'êtes pas naïf, vous savez que les Américains ont aussi des intérêts. Et l'intérêt, c'est d'affaiblir la Russie. Écoutez, je n'en suis pas si sûr. Depuis 30 ans, en tout cas, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. On a construit des gazoducs. On s'est mis dans la main des Russes. On a compté sur le commerce comme une constante de notre politique avec les Russes. On leur a fait des offres de partenariat. On leur a proposé de s'associer à l'OTAN, de s'associer au Conseil de l'Europe, à l'Union européenne.
Non, je ne crois pas que l'intérêt des Américains a été d'affaiblir les Russes. L'intérêt constant des 30 dernières années, c'était peut-être de la naïveté. Moi, je pense que c'était de la naïveté. Et je pense que c'était une mauvaise période de l'histoire américaine de recul et d'isolationnisme. Mais la tendance depuis 30 ans, c'était au contraire de tendre la main à Poutine et de faire ami et d'entrer dans une sorte d'histoire pacifiée, où les intérêts seraient tous nécessairement convergents et où tout le monde allait marcher du même pas vers un avenir radieux. C'est de ça que pensait l'Amérique jusqu'à la fin, jusqu'à l'invasion. Rappelez-vous d'ailleurs, dans les jours qui précédaient, les agences de renseignement américaines ne cessaient de dire aux Ukrainiens, attention, les Russes vont vous envahir, mais ils ne faisaient rien pour autant. Et ils disaient d'ailleurs, on ne fera rien. Et la première réaction des Occidentaux et des Américains a été de proposer au président Zelensky une exfiltration. L'intérêt américain, il n'était pas du tout d'aller dans le sens de la guerre. Ils avaient accepté par avance tout cela. C'est parce que Zelensky s'est révolté, parce que le peuple ukrainien a résisté, qu'il y a eu un grain de sable dans cette mécanique de paix universelle. Emmanuel Macron, de son côté, redit qu'il ne faut pas écraser la Russie. Est-ce que vous adhérez à cette vision-là du président français ? Écraser, il faut la battre, il faut qu'elle capitule, il faut qu'elle recule jusque dans les... La battre sur le terrain, on est d'accord ? La battre militairement, naturellement. Il faut pas que le crime paye, il ne faut pas que le chantage rapporte, le chantage nucléaire, tout ça. C'est ça le problème. Après, le peuple russe fera ce qu'il voudra de Poutine. Mais il faut continuer militairement à aider l'Ukraine. Ça, c'est évidemment ce que vous martelez à longueur d'interview. Jusqu'où ? Et surtout à longueur de film. Et de film, bien sûr. Parce que ça va il faut donner aux Ukrainiens... L'Ukraine, c'est notre rempart. Les frontières de nos défenses, la ligne de notre défense nationale, nous Français, nous Allemands, nous Belges, c'est le Donbass. Hein. Ils nous défendent là. Donc, les armes doivent être là. Elles ne doivent pas être dans nos arsenaux. Donc, jusqu'où aider l'Ukraine ? Jusqu'au bout. Il faut leur livrer les armes dont ils ont besoin. Et les armes qu'ils demandent. Et il faut leur faire confiance là-dessus. Bien sûr. Mais les chars lourds que réclame l'Ukraine, nous ne les avons pas ou peu. Les chars Leclerc, on va livrer des chars AMX qui sont AMX 100, on livre des chars. Leclerc, ça va être compliqué. Oui, on livre ce qu'on a, ce qu'on peut, au rythme que l'on peut. Mais les AMX 100, les Léopards, très bientôt les Abrams, il faut les livrer. Et il faut les livrer vite. Pourquoi ? Parce que chaque jour de guerre qui continue est un jour d'horreur. Moi, j'ai vécu cela. J'ai passé 1 an à sillonner ce pays, à sillonner ces lignes de front sur le terrain, dans la boue et dans les tranchées. Donc je sais ce que ça veut dire. Chaque jour, chaque nuit de guerre, c'est des souffrances supplémentaires. Donc il faut que ça s'arrête vite. Et pour que ça s'arrête vite, il faut que Poutine comprenne que c'est fini. Et pour que Poutine comprenne que c'est fini, il faut qu'il ait en face de lui une force, la force ukrainienne, qui le tienne en respect, dont il comprenne qu'elle va le battre. Donc il faut que les Ukrainiens soient les plus forts possibles. C'est la seule façon pour que cette guerre s'arrête. Que dites-vous aux Français, à nos téléspectateurs qui s'interrogent, qui se disent « Mon Dieu, est-ce que cette guerre est notre guerre ?» Il y a un recul significatif du soutien des Français à ce conflit. Bien sûr, mais bien sûr que je les comprends. Et le recul pourrait être encore plus grand que ça, que ce qu'il est. Je leur réponds, que c'est notre guerre dans la mesure où Poutine l'a décidé. L'ennemi, vous savez, c'est jamais nous-mêmes, c'est jamais soi c'est pas toujours soi qui désigne l'ennemi, c'est l'ennemi qui vous désigne comme tel. Poutine nous dit, et il dit à ses Français, vous êtes mes ennemis. Je vous aime pas, j'aime pas comme vous vivez. Vous êtes décadent. Vous êtes décadent, j'aime pas votre démocratie. La pédophilie est la norme, a-t-il dit. Il l'a encore dit hier soir. Donc, nous sommes ses ennemis parce qu'il nous désigne tels. Voilà la vérité. Et donc, après, bien sûr que tout ça peut faire peur. Bien sûr que la guerre, c'est jamais joli. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Quand quelqu'un vous déclare la guerre, est-ce qu'on se couche ou est-ce qu'on lui résiste ? C'est ça la grande question de l'Europe depuis très très longtemps, et en particulier de la France. Aujourd'hui, la France
dans sa majorité, elle résiste. J'aimerais qu'on regarde un extrait de Slava Ukraini, le film que vous avez fait depuis un an en sillonnant cette Ukraine ravagée. On va regarder cet extrait et je rappelle que le film sort aujourd'hui en salle. Regardez. C'est le 3 millième missile tiré sur l'Ukraine depuis le 24 février. The Russians still making the same mistake as the Germans in World War II, killing innocent people. І ми стоїмо великою міцною стіною між країною-фашистом Росії і частиною Європи. Nous n'avons besoin ni d'hommes ni de courage, mais de canons. Слава Україні! Нашим солдатам слава, слава, слава! Ce qui m'a frappé en regardant ce film qui est très fort, et vraiment je parle au nom de tous ceux qui l'ont vu, c'est la détermination de chacun des Ukrainiens que vous avez rencontrés, d'une petite fille dans un bus, à une jeune maman qui n'a pas vu son enfant de 7 ans depuis un an, aux militaires, aux soldats qui viennent du monde entier pour aider les Ukrainiens. Ça, cette détermination-là, au début, on ne la percevait pas. On n'a pas vu que le peuple ukrainien était en train de naître sous nos yeux. C'est ça que j'ai voulu montrer. Et c'est pour ça que j'y ai passé ce temps. Et c'est pour ça que je me suis donné le mal. Depuis un an, j'ai tout arrêté. J'avais un livre en cours, j'ai quelques activités. J'ai tout arrêté pour sillonner cette Ukraine en guerre et ses lignes de front du nord au sud et d'un bout à l'autre du Donbass. Je voulais montrer ça. Un peuple en armes, un peuple citoyen et une leçon de courage. Une leçon de courage que donne au monde entier ce peuple. Pas seulement le président Zelensky. Le président Zelensky, ce qui est arrivé est incroyable. Hein. C'était Coluche et c'est devenu Churchill en passant par Reagan. C'est une métamorphose comme on en a peu vu dans l'histoire universelle. Mais c'est tous des Zelensky. Chacun de ces hommes, chacune de ces femmes, dans les tranchées, ces mères de famille, ces vieux messieurs qui prennent les armes, ces jeunes gens qui n'ont jamais eu un fusil entre leurs mains et qui se révèlent de vaillants combattants, ce sont des héros. Voilà. Et ce sont des héros européens. Ce sont des héros qui ressuscitent les vieilles valeurs fondatrices de, je ne sais pas, de la chevalerie européenne. Voilà, c'est comme ça que je les ai vus et c'est ainsi que j'ai fraternisé avec eux. Il y a un bataillon de 32 nationalités différentes que vous suivez dans ce film, avec un soldat français. Et vous dites aussi, quand vous rencontrez le bataillon qui s'est rebaptisé Charles de Gaulle, oui, en hommage évidemment à notre Charles de Gaulle, vous dites, nous avons rendez-vous avec notre histoire. Oui, bien sûr. Vous trouvez au milieu de nulle part, sur un front reculé, au contact des drones iraniens qui leur tombent sur la tête, vous trouvez un groupe d'hommes qui ont décidé, tout seuls dans leur coin, de changer de nom et de prendre le nom du héros de la France libre pour nommer leur bataillon. Pardonnez-moi, mais moi j'en ai pleuré avec mes camarades, avec Gilles Herzog, avec Marc Roussel. Cette petite cérémonie de baptême dont il nous avait réservé la surprise était quelque chose de bouleversant. De voir ces Ukrainiens qui ne parlent pas français et qui, dans leur casemate, dans leurs tranchées, ont pris le temps de se renseigner sur l'histoire de la France libre, de mesurer la communauté de valeurs qui les unit à nos résistants, à nous, et de nouer ce pacte entre notre résistance française et la leur, pour un Français, c'est quelque chose de magnifique. Il faudra aussi reconstruire cette Ukraine quand les armes se seront tues, on espère le plus rapidement possible et avec le retrait complet des Russes. Et vous dites, cette Ukraine-là a dans son peuple ouvrier certains de ses meilleurs soldats. C'est un peuple ouvrier, bâtisseur, constructeur. Oui, bien sûr, et c'est une chose dont on parle très peu et que j'ai voulu montrer aussi. J'ai fait le tour des fronts. Et puis j'ai fait le tour de cet autre front que sont les mines de charbon, les usines transformées en usines d'armement, les chaînes de fabrication de gilets pare-balles. Voilà. J'ai fait tout ça. Le peuple de Germinal, à 1000 mètres sous la terre, qui extrait le charbon, qui va alimenter la machine de résistance. Tout ça, ça fait partie aussi d'un peuple citoyen. Et j'ai voulu montrer ça. Ce sont des soldats, je les appelle les forgerons de la victoire.
le jour où la victoire sera là, eh bien, ils auront leur place sur le podium des héros, ces ouvrières et ces ouvriers ukrainiens. Au fond de la mine de Pavlograd, où nous sommes descendus, il y a par exemple, dans une brigade de mineurs, il y a une jeune femme blonde, jeune, qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, professeure, présentatrice d'une émission, et qui est là, qui est une mineure, avec son casque, sa petite loupiote. Voilà, ça c'est encore un peuple patriote et un peuple citoyen. C'est un autre exemple. Slava Ukraini, ça sort aujourd'hui en salle. Oui. Merci beaucoup Bernard-Henri. Et je serai tout à l'heure à 20h à l'Arlequin d'ailleurs, pour débattre avec le premier public du film. Bien sûr, et on espère le voir très vite sur Canal+, Oui. qui est partenaire de votre film, Absolument. afin que tous nos téléspectateurs comprennent ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine. Slava Ukraini, merci beaucoup d'être venu Merci ce Laurence matin. Ferrari. Merci. À vous Romain Desarmes pour la suite de la matinale.